La Chambre d'appel considère donc que la Chambre préliminaire ne s'est pas fourvoyée lorsqu'elle n'a pas pris en compte les raisons médicales en l'espèce, et donc ce moyen d'appel doit aussi être rejeté. En conclusion, la décision attaquée est donc confirmée, étant donné qu'elle n'est entachée d'aucune erreur matérielle. Et donc, cet appel est rejeté. Madame le juge Utsatska dépose une opinion dissidente. En effet, d'après elle, la décision attaquée n'est pas conforme aux critères requis pour toute décision motivée portant détention. Elle préférerait renverser la décision attaquée et renvoyer donc la demande de mise en liberté provisoire de M. Gbagbo à la Chambre préliminaire 1 pour qu'elle réétudie l'affaire. De plus, le juge Kouroula, lui, se rallie à la majorité pour rejeter les moyens d'appel 1, 3 et 4. Il est aussi d'accord avec la conclusion de la majorité en ce qui concerne l'article 58, alinéa 1, B1 du statut, au titre du deuxième moyen d'appel. En revanche, il s'écarte de la décision majoritaire pour ce qui est du reste de ce moyen d'appel. Portant sur, c'est-à-dire les constatations au titre de l'article 51, petit alinéa 1, B, petit 2 et petit 3 du statut. Il aurait renvoyé cette évaluation au titre de ces deux alinéas à la Chambre préliminaire pour réexamen. Je vous remercie. Avant de terminer cette séance, je tiens à remercier les représentants du bureau du procureur, ainsi que l'équipe de la défense, et bien sûr toutes les équipes de la Cour. Et je n'oublie pas bien sûr nos interprètes. Je vous remercie. Cette audience est maintenant terminée. Voilà, donc vous l'avez suivi en direct sur notre chaîne. Maître Magid Bouden, une fois de plus, donc, l'appel de M. Gbagbo, de l'ancien président Laurent Gbagbo, est rejeté. Il restera donc en détention à la Cour pénale internationale à La Haye. Absolument, c'est une détention provisoire, donc ça ne présume de rien. Le procès va avoir lieu. Il y a encore des appels sur technique, etc., qui peuvent être faits, des moyens de défense, etc. Mais maintenant, le procès va avoir lieu sur le fond. Bon. Et sur le fond, il va y avoir le procureur qui va avancer ses arguments. Et il y a Laurent Gbagbo qui va avancer ses moyens de défense. Et donc, on va assister à un examen donc, de l'affaire au fond. Il y a quelque chose d'important à dire. Moi, je crois que la procédure elle-même devant la CPI est une avancée pour l'Afrique, est une avancée même pour le monde. Imaginez-vous que ce procès avait eu lieu en Côte d'Ivoire devant la justice ivoirienne. Qu'est-ce qu'on aurait dit tout de suite? Puisque, il faut le constater, les justices en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont pas indépendantes. On aurait dit, voilà, c'est un procès politique. Et donc, on rentre dans un débat et on rentre peut-être dans un cycle de violence qui ne va pas apaiser la société. Or, la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Et l'un des moyens de la réconciliation, c'est d'extraire l'affrontement entre les parties et de le transmettre à un tribunal international indépendant. Alors, maître, allez-y, Christian. Je ne peux pas laisser dire ça, maître. On est dans une justice totalement partiale. Il y a un affrontement de plusieurs camps en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul qui est jugé.
on ne peut pas dire non plus que d'office, toute la justice africaine est totalement partiale. Il n'y a que la justice occidentale qui est bien. Moi je ne partage pas ce point de vue. Il y a des coquilles, il y a eu des décisions de justice occidentale qui ont été fortement contestées par les Occidentaux eux-mêmes. Donc ce n'est pas une justice parfaite. Aucune justice n'est parfaite. Donc je ne peux pas laisser un petit peu... C'est un ton que je trouve condescendant vis-à-vis des Africains. Attendez, moi, de toute façon, je suis africain moi-même. Oui, d'accord, mais peut-être, mais moi je pars du principe. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Moi je considère que ce n'est pas l'indéfendable. Il y a un problème sérieux en Côte d'Ivoire, d'unité nationale. Il y a des troupes de l'ONU actuellement en Côte d'Ivoire. Ça coûte de l'argent à la communauté internationale. La Côte d'Ivoire ne peut pas intervenir au Mali parce qu'il y a des troupes chez elle. Et aujourd'hui, prendre le problème par le petit bout de la lorgnette en emprisonnant un seul individu et en disant que c'est avec ça qu'on va créer la réconciliation, moi je crois que c'est... Comment est-ce que vous recevez ce nouveau rejet? Non, moi je ne suis pas du tout surpris. Oui. Vous savez, il est de l'autorité publique en droit que la forme d'une affaire, ce n'est que le fond qui reçoit la surface. Donc il est manifeste que la CPI est mal à l'aise parce que je ne crois pas que cette institution n'ait pas les moyens de garantir la disponibilité d'un accusé en le mettant en liberté provisoire. Je m'étonne même qu'on dise que des raisons de santé ne sont pas assez suffisantes pour justifier la liberté provisoire d'un accusé. En le disant, j'imagine que la CPI fait référence à la santé physique certainement de l'accusé, mais en oubliant qu'un être humain est composé à la fois de la chair et de l'esprit. Christian, ces raisons invoquées ici par le juge d'appel, effectivement, elles parlent notamment de ce que l'argument avancé par les avocats de Laurent Gbagbo, l'un des arguments en tout cas, tenant à sa santé, à son état de santé, que ce n'est pas un argument recevable. Non, je ne sais pas ce que moi j'ai entendu. Hein, quand la présidente a lu le jugement... En tout cas, elle a dit que dans le texte de la CPI, ce n'est pas prévu qu'on libère quelqu'un parce que son état de santé ne le permet pas. Non, elle n'a pas dit que ça. Donc moi, d'après ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit, je pense qu'elle a laissé une porte à Gbagbo là, sur l'argument de la santé. Elle a dit qu'en effet, même si ce n'est pas directement inscrit, ça peut jouer. Elle a cité les dispositions pour lesquelles le raison de santé va jouer. Elle a estimé que si le premier juge avait pris une décision sur la question de la santé, ça aurait été prématuré. Donc ça veut dire que, au fond, la question de la libération de Gbagbo pour des raisons de santé n'est pas encore tranchée. Il n'avait pas à être tranché par le premier juge. Elle a dit que tout ce qu'elle fait, ce que le premier juge a fait, c'est répondre à l'argument de Gbagbo. Elle a expliqué plus ou moins à Gbagbo comment il doit présenter ses arguments pour utiliser le moyen de sa santé pour pouvoir être mieux entendu par la Cour. Je crois qu'elle a été positive sur la question de la santé. Là où je l'ai trouvé un peu plus difficile, c'est sur les autres argumentations. Oui, en plus quand elle dit que les 4 moyens d'appel, c'est quand même pas un seul moyen, c'est 4 moyens. Sur aucun des 4 moyens, elle trouve... Ce n'est pas le nombre de moyens qui fait leur pertinence. S'il y a... M. Gbagbo est quand même... il a des avocats qui... Peut-être, mais bon, le cas est le cas. M. Gbagbo ne va pas fabriquer changer les données du problème. Même s'il est brillant, même si son avocat est brillant, les données du problème, accuser le tribunal d'insuffisance de motif, bon, c'était difficilement... Par contre, là où j'ai trouvé que ça m'a un petit peu gêné, c'est quand elle a dit que, voilà... M. Gbagbo a éventuellement des avoirs dont on ne sait pas trop. Et avec ces avoirs, bon, moi je pense que juger sur la base de la rumeur, ce n'est pas sérieux. Peut-être d'autres exhumants sont peut-être valables, mais celui-là m'a paru particulièrement mal fondé pour une cour d'appel. Madame Oumou Kouyaté, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes présidente du collectif des Ivoiriens de France et de la démocratie. Comment avez-vous reçu ce nouveau rejet de la mise en liberté provisoire de l'ancien président Laurent Gbagbo? D'abord, avant de répondre à votre question, je profite pour rendre hommage à toutes les victimes ivoiriennes ce jour, mais aussi à tous les musulmans de Côte d'Ivoire pour la fête de la Tabaski, voilà, qui se déroule actuellement. Quant au rejet de la demande de mise en liberté du président, enfin, de l'ex-président Laurent Gbagbo,
Bon, encore une fois, c'est sans surprise pour les défenseurs de droits de l'homme comme nous, mais aussi pour des défenseurs comme nous qui avons en tout cas applaudi l'avènement de la CPI, notamment par les tests des statuts de Rome qui en tout cas validaient cette compétence internationale-là. Mais au jour d'aujourd'hui, une CPI qui est un peu à la botte du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle décide sans coup féri de rejeter encore une fois la liberté, enfin la demande de mise en liberté de M. Laurent Gbagbo, je dirais qu'elle est un peu dans sa démarche, c'est sûr. Moi, je ne m'y attendais pas à autre chose. Je m'attendais malheureusement à cette décision. Et j'attends qu'elle vraiment puisse sortir de ces éléments-là, des soutiens, qu'elle puisse vraiment dire le droit, dire la vérité, dire aujourd'hui, est-ce que M. Laurent Gbagbo a sa place à la CPI ? En sachant que tous ces co-auteurs ou tous ceux qui sont aujourd'hui incriminés dans la crise ivoirienne, là, les ONG internationales, les institutions, tout le monde aujourd'hui pointe du doigt le régime en face, qu'il y a des tueurs, il y a des gens qui ont tiré la Côte d'Ivoire vers le bas, qui se promènent sans être inquiétés. Donc, vous avez le sentiment aussi que la CPI est une institution qui n'est pas vraiment indépendante, c'est ça? Non, effectivement, j'ai ce sentiment. Mais vous savez, je vais vous rassurer. Il n'existe pas, je ne crois pas qu'il existe une personne sur cette terre qui espérait qu'aujourd'hui, cette procédure-là se serait terminée autrement. Regardez la déclaration du rebelle Guillaume Soro, qui opère une classe... Pourquoi vous l'appelez rebelle? Mais parce que c'est lui-même qui le dit, je n'invente rien. C'est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est maintenant. Ça c'est un titre politique. Moi, je parle d'une qualification qu'il a lui-même créée pour se, oui, du temps se où désigner. il était chef de parti. Oui. C'est une parenthèse qu'on peut fermer rapidement pour évoluer sur le débat. Mieux. Donc, je disais que quand vous le voyez parler, et puis il dit qu'il est inconcevable de comparer les crimes commis par le gouvernement de Kadhafi aux crimes commis par le CNT, je me rends compte que M. Guillaume Soro est en train d'opérer une classification entre les êtres humains, en disant que quand on est tué par le pouvoir légitime, ce n'est pas normal. Quand on est tué par les rebelles, c'est normal. Mais donc, quand je disais que la forme d'une chose, et c'est le fond qui ressort à la surface, c'est justement pour dire que la démarche aujourd'hui de la CPI nous montre clairement que l'incohérence et la force sont coéquipiers à ce procès. Et nous savons très bien qu'on arrivera un jour au débat dans le fond, pour lequel la défense du président Gbagbo est assez préparée et que lui-même est suffisamment préparé. Et donc, nous savons très bien que ce sera difficile, mais cette coalition entre l'incohérence et la force aura du fil à retordre. Je vous le promets. Vous avez une réaction à avancer par rapport à ce que dit M. Arsène Touault et par rapport à ce que venait de dire aussi Mme Mouyaté? Oui, ils ont tous les deux plus ou moins dit des choses pertinentes. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que quand X tue, c'est valable, quand Y tue, c'est pas valable. Donc, et je pense même que c'est dangereux pour Guillaume Soro de le dire, parce que ça sonne comme un aveu. Ça sonne comme... il est en train d'avouer que même dans leur camp, ils ont tué. Et donc, par conséquent, il se compare à d'autres qui ont tué et dit ceux-là, on ne les a pas poursuivis. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je crois que pour moi, ce qui est important ici, c'est l'apaisement. Je crois que l'avocat tout à l'heure a parlé de l'ordre public international. Je ne suis pas sûr que ce procès-là, telle la direction qu'il prend là, c'est l'ordre public international. Bien sûr, la communauté internationale est concernée, mais je crois que c'est un problème qui concerne en premier lieu les Ivoiriens. La crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire avec les problèmes de l'ivoirité, des tueries, des séparations, de la mort d'Oufoué, de la guerre pour le pouvoir à la suite de la mort d'Oufoué, c'est une affaire qui concerne les Ivoiriens. Et c'est une affaire qui est beaucoup plus politique, qui concerne plus la sphère politique que le code pénal, même si c'est le code pénal international. On ne peut pas faire entrer ces problèmes politiques dans des divers articles du code pénal international, de la Cour pénale, et dire que c'est avec ça qu'on va créer la paix en Côte d'Ivoire. Je crois que ça me paraît illusoire. Madame Mouyaté, est-ce que la Côte d'Ivoire aurait été capable, elle, de juger en toute impartialité l'ancien président Laurent Gbagbo? Très sincèrement, d'abord, moi, je ne crois pas du tout à une justice transitionnelle. Parce que très souvent, ce sont des packages, comme ça a été aussi les politiques d'ajustement structurel
qu'on impose à des pays en déniant leurs fonds, en déniant leur spécificité identitaire quelque part. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si on devait juger en Côte d'Ivoire, là aussi pose problème. Parce que quand on voit les derniers jugements, les derniers procès qui ont eu lieu, c'est toujours une justice à géométrie variable. Pour moi, enfin, l'anthropologue que je suis, moi, j'évoquerais aujourd'hui qu'il faudrait que nous essayions de rentrer en nous-mêmes, de voir au niveau de la Côte d'Ivoire, sur le plan traditionnel, de nos us et coutumes, qu'est-ce que nous avons en la matière, de règlement de conflits? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour juger? Bon, certes, il y a certains qui diront les tribunaux Gachacha au Rwanda n'ont pas beaucoup réussi, mais le Rwanda n'est pas la Côte d'Ivoire. Oui. Donc nous avons tous ces, je dirais, ces mécanismes-là, notamment sur les alliances ethniques. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Moi, je prends un exemple simple, l'Afrique du Sud. Les Blancs n'ont pas commis de crimes plus odieux que ceux qu'ils ont commis en Afrique du Sud. Je crois que pour tous ceux qui connaissent un petit peu le pays, qui ont été visiter le musée de l'apartheid à Johannesburg, sortent de là estomaqués. Mais quand Mandela, après 27 ans de prison, est arrivé au pouvoir, il n'a pas mis de Klerk en prison. Il n'a pas dit qu'il fallait une cour pénale pour juger de Klerk et tous les autres précédents blancs. C'est pas comme ça qu'on résout un problème politique profond dans un pays. Moi, c'est un processus, moi, que je trouve, si c'est soutenu par le Conseil de sécurité, apparemment ça l'est, je trouve ça, je vais le dire, mais très franchement, complètement à côté de la plaque. À ce tour, c'est sous l'arbre à palabre qu'il fallait tous se mettre en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de la crise post-électorale ivoirienne. Vous savez, Mme Kouyaté vient d'évoquer un élément important qui est déterminant dans les rapports entre les populations en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens ont cette faculté-là de plaisanter avec tous les sujets, de tourner en dérision, carrément en dérision, avec même les sujets graves. Et c'est une faculté qui est bien. Chez nous, même un meurtre peut être débattu sur la parole parce qu'on arrive très vite à s'imposer l'élément humain en toute chose. Et je pense que lorsque le président Laurent Gbagbo est déporté à La Haye, c'est manifestement l'écroulement des valeurs sociales en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que c'est le président Oufé-Boigny qui avait dit qu'entre un bon procès et un mauvais jugement, lui, il préférait un mauvais jugement. Parce qu'il est réel que de tout temps, ceux qui ont toujours déclaré que justice et réconciliation vont ensemble ont menti. La justice tranche contre les grés des partis, alors que la réconciliation apaise avec les grés des partis. C'est là la différence. Alors, et même quand on fait le choix de la justice, on n'arrive même pas à opérer un minimum d'objectivité, un minimum d'équité pour ne serait-ce que interpeller les criminels connus et avérés de l'autre camp. Alors, vous avez commencé, juste après d'ailleurs, la décision du juge d'appel, M. Arsène Toureau, oui. Vous avez commencé par nous dire que finalement personne n'est surpris de cette décision-là. Pas du tout. Au fait, est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose, sachant qu'il y a une audience publique qui est prévue le 30 octobre et qui va décider aussi du maintien en détention donc, ou pas? Moi, j'ai l'esprit ouvert, donc je ne suis pas venu là aujourd'hui en disant ils vont décider A ou B. Je suis venu écouter ce qu'ils ont décidé, voir comment ils ont motivé. S'ils avaient décidé de libérer le président Gbagbo, j'aurais aussi écouté les arguments. Si j'allais estimer à ma propre conscience si les arguments me paraissent fondés ou pas. Là, en l'occurrence, moi, j'ai noté un certain nombre d'arguments qui ne m'ont pas convaincu dans la décision d'aujourd'hui. J'ai mentionné le fait que la Cour se fonde sur la rumeur qu'il a des avoirs. Elle a plus ou moins admis qu'il n'a aucune preuve, aucun élément. Il y a des gens qui ont dit que, bon, voilà. J'ai l'autre argument qui est qu'apparemment, il y a un pays qui a proposé de garder Gbagbo et la présidente a dit, voilà, le premier juge, à partir du moment où il a refusé la liberté, n'est pas obligé d'examiner. Bon, vous voyez, quand un juge commence à dire que je n'examine pas parce qu'il n'est pas obligé, on a quand même l'impression que c'est parce qu'il sent que s'il l'examine, bon, il sera mal à l'aise. Ouais, donc il a quand même, ça donne l'impression quand même qu'il y a déjà un parti pris. Il a parlé aussi des soutiens. Oui, des soutiens oui, et puis le dernier argument qui m'a un peu gêné, c'est qu'elle a dit, voilà, le président Gbagbo veut revenir au pouvoir, il y a des preuves, etc. Est-ce qu'on emprisonne quelqu'un parce qu'il a des ambitions politiques? Moi, je ne comprends pas cette façon de raisonner. Oui, Mme Kouyaté.
à peu près le même avis que monsieur l'éditorialiste. C'est vraiment, pour moi, ce sont vraiment des arguments. J'aurais aimé, en tout cas pour qu'il me convainc, qu'il me propose d'autres arguments plus soutenus que ceux que je viens d'entendre. Donc, malheureusement, encore une fois, bon, ce sont toujours les responsables. Comme on le dit, les États africains ont les dictateurs qu'ils méritent. Donc, si nous avons nos dictateurs que nous méritons, il faudra aussi laisser au continent de juger, de trancher en quelque part. Jusque-là, depuis l'instauration de cette cour-là, je suis désolée, ce sont les pays pauvres, les dirigeants de pays pauvres, des gens d'Afrique qu'on retrouve à la CPI. Donc vraiment, j'aimerais que cette justice-là, de vitesse, vraiment puisse s'arrêter un jour. Arsen Touo aussi avait une image à retenir de ce qui vient de se passer, ce jugement d'appel qui est rejeté. C'est le sentiment que le procès de Laurent Gbagbo, c'est un procès historique. Et malheureusement, à ce que l'entendement public croit, ce n'est pas Gbagbo seul qui sera là-bas à ce procès. C'est la CPI même qui sera elle-même là-bas, parce qu'elle n'a jamais été aussi mise en doute que sur cette affaire-là. Et à ce procès, elle est devant la possibilité d'apporter la preuve de sa crédibilité. Et nous estimons que l'histoire, dans tous les cas de figure, qu'un jour, Laurent Gbagbo soit libéré, soit blanchi, ou qu'il soit condamné, ce procès-là est forcément historique. Et parce que nous considérons qu'à partir donc de cette histoire, c'est un être humain qui est en prison, mais il y a un symbole qui est insaisissable et qui est déjà érigé en modèle et en référence. Monsieur, merci beaucoup. Merci d'avoir passé cette édition spéciale en notre compagnie. Madame Oumou Kouyaté, merci de nous avoir apporté votre éclairage. Vous qui êtes présidente du collectif des Ivoiriens de France et de la démocratie. Monsieur Arsen Touo, vous êtes écrivain, auteur de « Il faut sauver le soldat Fessi » qui n'est pas encore complètement sorti, mais surtout de Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril. Il est sorti aussi. Oui, leçon du 11 avril 2011. Faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie aux éditions L'Harmattan. Merci également à vous. Christian, merci pour votre science habituelle. Et puis, nous, on va remercier nos téléspectateurs ainsi que tous nos techniciens. Et puis, vous restez sur Africa 24, l'information continue sur notre chaîne.